La Coupe du Monde qu'on attend avec impatience commence enfin. Le monde entier a les yeux braqués sur la Russie. Le coup d'envoi officiel de la 21e édition de la Coupe du Monde de football, plus grand événement sportif de la planète, a levé le rideau ce jeudi à Moscou. Le match d'ouverture propose un Russie-Arabie Saoudite dans le célèbre stade Loujnikini. N'oublie pas que notre émission est surtout la vôtre. N'hésite pas à réagir sur notre site internet et les réseaux sociaux pour nous parler de vos passions et vos pronostics pour la Coupe du Monde 2018. Et nos invités qui sont avec nous aujourd'hui sur le plateau sont Nicolas Hurlezin, journaliste sportive au sein de la chaîne. Et bonjour d'être parmi nous pour parler du jeu du jour. Et notre cher collègue Wang Botao, journaliste et présentateur. Et bonjour. Vous suivez passionnément les actualités sportives et surtout pour le Parlement. Donc merci d'être parmi nous. Et avec vous deux, nous allons discuter de la Coupe du Monde et surtout ce qu'elle représente pour les Chinois et ainsi le développement de football en Chine. Et tout d'abord, jetons un coup d'œil sur le match d'ouverture hier entre l'équipe du pays hôte et l'Arabie Saoudite. La légende brésilienne Ronaldo a participé à la cérémonie et Vladimir Poutine et les présidents de la FIFA, Gianni Infantino, se sont adressés à la foule. Le célèbre stade de Loujnikini à Moscou, il peut accueillir jusqu'à 80 000 spectateurs. La star de la pop anglaise Robbie Williams et la soloiste Aida Galifulina se sont avancés sur la scène. Ronaldo, la légende brésilienne, participait aussi à la cérémonie. Il est descendu sur le terrain avec un jeune garçon et a interagi avec la mascotte. Après un spectacle court mais haut en couleur, le président russe Vladimir Poutine et le président de la FIFA Gianni Infantino ont prononcé chacun un discours devant la foule. Le tournoi a ensuite débuté avec le match Russie-Arabie Saoudite. Dès le début du match, la Russie se montre volontaire. Les joueurs gagnent rapidement les deux flancs du terrain et dès la 12e minute, c'est sans surprise qu'ils ouvrent le score grâce à Yuri Gazinski qui, démarqué, fait une tête à Golovin dont le tir du pied gauche laisse pantois le gardien. Denis Tchelichev, qui remplace Alan Zagoev, écarté pour cause de blessure, double l'avance russe à la 43e minute. Le score passe à 3-0 à la 71e minute quand Alexandre Golovin passe à l'attaquant Artem Dziuba qui marque de la tête à proximité du filet. Tcherichev fait à nouveau preuve de son talent en trouvant la lucarne du pied droit. À quelques secondes du coup de sifflet final, la foule est en délire quand Golovin transforme son coup franc en un but supplémentaire. Félicitations, le pays hôte Russie a terminé le match d'ouverture avec une belle victoire. Est-ce que vous avez vu le match d'hier? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous en pensez de ce match? Je pense que c'était une bonne surprise déjà de voir la Russie l'emporter. On sait qu'ils avaient fait des matchs un peu difficiles avant la Coupe du Monde, avec quasiment aucune victoire. Donc là, les voir réussir devant leur public pour le jour de l'ouverture, mettre 5 buts, donc ça, j'espère que c'est un bon signe. Donc une fois à la fois pour la qualité du jeu, voir un petit peu de spectacle, et puis aussi également pour voir l'enthousiasme des Russes qui, soutenant leur équipe nationale, va certainement être aussi très enthousiaste par rapport à tous les matchs qui vont avoir lieu pour la Coupe du Monde. C'est un bon début, quoi. C'est une grande victoire à 5-0. Oui, un bon début. En Chine, on dit un bon début, c'est un peu la moitié du succès. Exact. Voilà. On espère que cette Coupe du Monde sera un grand succès, quoi, avec ce début merveilleux. C'est bien parti. Et ben aujourd'hui, le grand sujet, c'est le football. C'est le sport le plus populaire au monde. Et Nicolas, vous êtes français. Est-ce que le football est le sport national en France? Oui, on peut dire ça, oui, c'est le sport national, c'est le plus pratiqué en France. Donc on compte environ 2 millions de licenciés dans les clubs de football à travers le pays. Alors c'est pas le seul, évidemment, sport populaire en France. Je pense au rugby, au handball, au tennis, même à l'équitation, au basket, au judo aussi. Mais en fait, le football a une place particulière. Déjà, c'est un sport relativement populaire en fait, comparé par exemple au tennis. Alors c'est assez facile à organiser, donc ça demande peu de moyens, il faut juste un terrain, organiser un petit peu un ballon, voilà, un terrain, un ballon, et 11 joueurs de part et d'autre, ou même moins, si on peut faire aussi des matchs moins nombreux. Donc ça demande peu d'infrastructures, comparé à l'équitation, au tennis, ou même à la natation, avec les piscines qu'il faut avoir. Donc c'est un sport aussi qui est très représenté au niveau rural, partout en France, donc, non seulement dans les villes, mais également dans les villages. On voit des petites communes d'une centaine d'habitants qui ont des clubs de football. Donc
c'est vraiment très très répandu, et c'est le sport national en France. C'est un sport très popularisé en France. Et pourtant, on sait qu'en Chine, le football n'est pas, en tout cas pas encore le sport national. Mais est-ce que vous nous confirmez quand même que les Chinois sont des grands fans de football? Oui, tout à fait. Comme tu dis, le football, ce n'est pas le premier sport en Chine parce que tout le monde sait que le sport symbolique de la Chine, c'est le ping-pong, le tennis de table. Donc la Chine est considérée aussi comme l'empire de ping-pong. Le badminton. Oui, même d'autres sports comme badminton aussi et tous ont une place très importante en Chine. Mais le football, cela n'empêche pas que les Chinois ont une passion quand même pour ce sport qui est le sport numéro 1 du monde. Et je voudrais vous partager en fait une petite blague qui circule sur Internet en Chine récemment avec la Coupe du Monde. On dit que pour la Coupe du Monde en Russie cette année, toute la Chine est présente, sauf notre équipe de football. C'est une blague un peu méchante envers les footballeurs chinois de l'équipe nationale parce que malheureusement, une fois de plus, ils n'ont pas pu se qualifier pour cette Coupe du Monde. Mais ça reflète également une réalité qui est que pour cette Coupe du Monde de Russie, en fait, il y a beaucoup d'éléments chinois. Je vais essayer de vous donner quelques exemples. Cette année, pour en fait aller voir les matchs en Russie, il semble que maintenant il y a à peu près 100 000 Chinois qui ont déjà réservé des billets pour aller en Russie. En fait, ce chiffre aussi a battu un record, peut-être même plus nombreux que la Coupe du Monde en Corée du Sud et au Japon, qui est même d'ailleurs plus proche de la Chine. Cela en reflète quand même un boom en fait de la popularité du football parmi les Chinois. Également d'autres éléments très importants, par exemple, il y aura 27 marques commerciales chinoises qui seront également présentes en tant que sponsors officiels de la Coupe du Monde en Russie. Et à part ça, il y a également tout le côté de fabriquer en Chine qui est aussi très connu parce que les ballons par exemple, les quelques 1000 ballons qui sont utilisés lors des matchs en fait ont été tous fabriqués par une entreprise chinoise. À part ça, il y a aussi tous les souvenirs, les mascottes, en fait tout ça ont été fabriqués en Chine. Tu vois, finalement la Chine, en fait, l'équipe de Chine n'est pas présente, mais les Chinois nous seront omniprésents à la Coupe du Monde. Parce que vraiment, les Chinois, on adore la Coupe du Monde. Pour les Chinois, c'est une fête. Oui, malgré l'absence de l'équipe chinoise, mais ça ne peut pas empêcher la passion de foot des Chinois. Oui, je pense que vraiment, il y a un intérêt de plus en plus. Je l'ai noté au fur et à mesure des années. J'ai passé près de 9 ans ici, donc j'ai vu un petit peu l'évolution, plusieurs Coupes du Monde. Et effectivement, c'était toujours très populaire dans les endroits de rassemblement, divertissement, que ce soit des bars, des restaurants, ou en terrasse, etc. Il y avait vraiment beaucoup de gens qui venaient assister au match, non seulement évidemment des étrangers, mais également beaucoup de Chinois. Donc on confirme que les Chinois adorent le football quand même. Et aussi notre président chinois Xi Jinping, il est un grand fan de foot. Et donc apparemment, le président chinois souhaite même pouvoir organiser la Coupe du Monde en Chine en 2030. Oui. Et Boto, comment a évolué le football en Chine? Le football, en fait, pour parler du football en Chine, je pense qu'il faut quand même en parler sur 3 dimensions parce que il y a le sport, le football pour le public, pour tout le monde. Ensuite, il y a le football pour en fait les championnats. Le championnat, ligue professionnelle, et finalement, donc troisième dimension, c'est bien sûr c'est l'équipe nationale. Et en fait, pour moi, je voudrais surtout vous parler un peu, en fait, puisqu'on parle de la Coupe du Monde, de vous parler un peu en fait de l'équipe de Chinois, de l'évolution de cette équipe de Chinois et de ce rêve chinois de football, en fait, qui a commencé en 1957. Donc jusqu'à l'année dernière, ça fait déjà 60e année que les Chinois poursuivent ce grand rêve chinois de football. Et en fait, si vous voulez, de 1957 jusqu'en 2002, c'est-à-dire la Coupe du Monde en Corée du Sud et au Japon, où la Chine, pour la première fois, s'est qualifiée, en fait, c'est presque 50 ans. Ça veut dire que les Chinois ont mis presque 50 ans pour finalement se qualifier pour la première fois à la Coupe du Monde. Et c'était un peu comme un rêve devenu réalité
en l'an 2000, en 2002. Mais malheureusement, cette réalité, pour beaucoup de Chinois, a été trop éphémère. Parce que tout de suite après, en fait, la nouvelle réalité, c'est que l'équipe de Chinois, en fait, redeviennent très faibles, et surtout avec les grandes défaites que nous avons connues en 2006 et en 2010. Pour la qualification. Exactement, grand échec. Même, on ne s'est même pas en fait qualifié lors du première phase en fait de la qualification en Asie. Donc c'était vraiment des souvenirs très douloureux. Donc si vous voulez, jusqu'à maintenant, on peut dire que le premier rêve, c'est-à-dire de se qualifier finalement à la Coupe du Monde, a été réalisé en 2002. Mais maintenant, en fait, comme tu viens de souligner, le président chinois a maintenant, il a voulu en fait faire créer un nouveau rêve chinois. C'est sur le long terme, d'abord de se qualifier de nouveau pour la Coupe du Monde, et ensuite, si possible, sur le long terme, un jour, comme tu disais, organiser en fait la Coupe du Monde à domicile en Chine. Et donc, est-ce que vous sentez vraiment que le football est devenu une priorité nationale par rapport aux autres sports? Je ne dirais, je suis pas sûr si on peut parler de la première priorité, mais en tout cas, avec le gouvernement de Xi Jinping, et en fait, c'est sûr qu'il va attacher de plus en plus d'importance au football, parce que lui-même, dans les écoles, exactement, parce que lui-même, comme tu viens de souligner aussi, lui-même, il est un fan de foot, et à maintes reprises partout, en fait, où il fait des visites à l'étranger, et les amis étrangers et les diplomates étrangers, ils savent que ce goût en fait du président chinois pour le foot, souvent ils organisent en fait des rencontres avec des grands footballeurs comme David Beckham ou d'autres stars. Et je pense que ce sera un grand élan, pour le football chinois, avec notre président qui lui-même qui est un fan de foot. Mais je pense que lui, il attachera d'importance à d'autres sports. Donc non seulement le football, mais le football quand même bénéficiera d'une place particulière. Surtout, c'est quand même le premier sport du monde. Donc il faut avoir des résultats dans ce sport-là. Pour avoir une image aussi de grande puissance, tout le sport aussi en fait partie. Exactement, parce que tout le monde, beaucoup de gens jugent que maintenant au niveau en fait de l'équipe chinoise de football, en fait n'est pas à la hauteur de notre importance dans le monde. Surtout du nombre d'habitants. Exactement. Il y a beaucoup de choses à faire. Et en Chine, la passion de foot est très ancienne. Sachez que ce sport populaire dans le monde entier est en effet né en Chine, à Linzi, petite ville de l'est du pays, il y a plus de 2000 ans. Et à l'époque, il s'appelle Tsutu. Et le Tsutu a été souvent joué à la cour impériale sous la dynastie des Han. Et étant donné l'origine locale de l'ancêtre du football, les Chinois devraient certainement hisser leur niveau d'ici quelques années. Et en 2013, le gouvernement chinois a décidé de promouvoir le football auprès de la jeunesse chinoise. Et sachez que le football n'a jamais fait l'objet d'une promotion sérieuse dans les écoles chinoises en raison de la prédominance des études. Mais aujourd'hui, ce sport est devenu obligatoire dans les écoles, surtout dans les grandes villes comme Pékin et Shanghai en Chine, n'est-ce pas, Bota? Oui, en effet. C'était en 2015, en fait, le gouvernement chinois a convoqué une grande réunion durant laquelle il a mis en place un plan complet et détaillé de réformes pour le football chinois. Et dans ce plan, justement, il y a des chapitres consacrés justement à la propagation, en fait, vulgarisation du football dans des écoles ou pour donner plus accès en fait à la population normale. Donc c'est sûr que maintenant, avec cette détermination du gouvernement, en fait, pour tout le monde, pour les jeunes, les adolescents, on aura plus de terrain, on aura plus d'infrastructures. Même si c'est simple, il faut avoir un terrain, il faut avoir un espace consacré à la pratique du football. Bien sûr, également, il est aussi souligné que on ne pourra plus, en fait, comme on faisait auparavant, c'est-à-dire accentuer seulement sur les études, parce que désormais, en fait, les notes dans les disciplines sportives seront également prises en compte, même à la fin du semestre des études. Donc, du coup, les professeurs ou les établissements éducatifs ne pourront plus prendre à la légère, en fait,
le sport et le football. Et un autre phénomène de football en Chine est l'énorme investissement pour recruter des footballeurs européens et sud-américains. Et Nicolas, pensez-vous que cette arrivée massive des stars étrangères peuvent accélérer le développement de football en Chine? Oui, tout à fait, hein, ça fait partie de cette vague de promotion, hein. Donc prendre des joueurs... Alors, habituellement, on avait des joueurs en fin de carrière, hein, qui allaient comme ça dans des championnats comme en Arabie Saoudite, au Japon, etc., finir un peu leur carrière. Et ce qu'on voit en Chine, c'est qu'il y a des joueurs qui sont en plein milieu de leur carrière et qui sont connus et qui acceptent maintenant de venir jouer pour la Ligue chinoise. Donc on ne peut pas se cacher non plus, il y a des enjeux financiers énormes, hein, qui sont mis en jeu. Donc les équipes chinoises, les clubs chinois sont financés par des gros groupes industriels chinois. On parlait de l'encouragement par le président Xi Jinping. Il y a également cette manne financière, hein, qui provient des entreprises chinoises, qui permet d'acheter plusieurs dizaines de millions d'euros des joueurs qui ont une carrière très honorable en Europe ou en Amérique du Sud. Enfin, par exemple, on sait que Anelka était venu à Shanghai, hein, Drogba aussi il y a quelques années. C'était parmi les premiers à venir, hein, dans le championnat, de se lancer comme ça dans le championnat chinois. Maintenant, on a Lavezzi, hein, qui est une grande star, qui joue au PSG, hein, l'Argentin qui joue au PSG, qui a accepté de quitter le PSG pour venir justement tenter sa chance en Chine. Donc tout ça, en fait, ça donne une image plus positive en fait du football et de la Ligue chinoise, ce qui peut aussi ramener plus d'engouement au niveau des gens, du public. Donc regardez plus les matchs, ensuite tout va être lié. S'il y a plus de gens qui se passionnent pour la Ligue, il y aura plus de jeunes qui vont essayer de jouer, tenter leur chance dans ce sport, consacrer de l'énergie, du temps. Et comme les écoles sont aussi là pour maintenant promouvoir le sport et le football en particulier, donc je pense qu'il y a vraiment un élan là qu'on peut sentir, hein, qui devrait porter ses fruits dans les 10 prochaines années. Et sur justement les joueurs étrangers qui évoluent en Chine, j'aimerais rappeler à nos téléspectateurs une chose, c'est que cette fois-ci à la Coupe du Monde en Russie, il y a un autre élément en fait qui montre un lien indirect avec la Chine, c'est que il y aura justement 9 joueurs étrangers qui évoluent dans les ligues chinoises qui seront cette fois-ci présentes dans les matchs de la Coupe du Monde en Russie pour leur pays, pour leur nation. Donc ça, c'est aussi un point, je pense, sur lequel les Chinois vont jeter un coup d'œil particulièrement, parce que c'est quand même aussi des joueurs, un attachement, les joueurs qu'on peut voir évoluer dans les championnats chinois. Donc je pense avec les efforts du gouvernement a fourni pour évoluer, pour développer le football, un jour la Chine s'en sortira dans le football, je pense. Et nous ne sommes pas sûrs de nous. Si un jour la Chine organisera la Coupe du Monde, ou elle la remportera, mais ce qui est certain, c'est que la grande fête a commencé, alors profitons-en et merci pour votre partage. Et merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, et n'hésitez pas à réagir sur notre site internet et les réseaux sociaux pour nous parler de vos passions et vos pronostics pour la Coupe du Monde. Bon match et à très bientôt sur Télévision Française.